Sunday Production. La spiruline. Depuis quelques années, cette poudre verte mystérieuse est partout. On la dit riche en protéines, en fer, en antioxydants. Certains vont même jusqu'à parler d'un super aliment quasi miraculeux. Et les revendeurs de cette micro-algue bleu-verte ne manquent pas d'arguments pour nous séduire. Plus d'énergie, une meilleure récupération et surtout une endurance améliorée. Mais est-ce vraiment l'arme secrète des coureurs ou juste un coup marketing bien huilé ? Dans cet épisode, on fait le tri entre les véritables bienfaits de la spiruline mais aussi ses dangers. Et spoiler alert, tout ce qu'on vous vend sur la spiruline n'est pas toujours vrai. C'est parti. Que tu sois coureur, aguerri ou occasionnel, tu n'es pas sans savoir que l'alimentation joue un rôle clé dans la pratique du running. Mais sais-tu que certains aliments ont des vertus insoupçonnées ? Chaque vendredi, on te parle des top aliments méconnus et de leurs bienfaits sur tes performances sportives. Bonne écoute ! Si vous traînez régulièrement dans les magasins bio ou que vous vous intéressez à la nutrition sportive, vous avez sûrement déjà croisé cette fameuse petite poudre verte. La spiruline, c'est un peu l'ovni des compléments alimentaires. Ni vraiment une plante, ni totalement une algue, elle appartient en réalité à la famille des cyanobactéries. Et oui, ce sont les mêmes micro-organismes qui, en grande quantité, peuvent rendre un lac impropre à la baignade et même être très dangereux pour nos animaux de compagnie. Mais rassurez-vous, celle qu'on trouve dans les magasins bio n'a rien de toxique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la spiruline, ça date pas d'hier. Elle serait même présente sur Terre depuis plus de 3 milliards d'années. Ce qui en fait l'un des plus vieux organismes vivants encore consommés aujourd'hui. À l'état naturel, on la retrouve dans les eaux chaudes et alcalines du Mexique, de l'Inde ou encore du Tchad, où certaines populations l'utilisent depuis des siècles comme source de protéines et de micronutriments. En France, impossible de la trouver à l'état sauvage. On la cultive donc dans des bassins spécialisés avant de la sécher et de la transformer sous différentes formes. Ça peut être en poudre, et ça c'est très pratique pour l'intégrer au smoothie ou au plat, en paillettes, plus brutes, mais avec un goût assez marqué, ou en gélule pour éviter l'expérience gustative, et on comprend pourquoi. Le goût, tiens, parlons-en. Si vous vous attendiez à une explosion de saveurs dans vos papilles, mauvaise nouvelle. La spiruline, ça a un goût très prononcé, quelque part entre l'algue sèche et la vase. Autant dire qu'elle se grignote pas comme du beurre de cacahuète. Pour mieux la faire passer, certains la mélangent à des jus, la saupoudrent dans des plats ou choisissent carrément de la gober en gélule. Autrefois méconnue, la spiruline connaît depuis quelques années un véritable engouement. Avec son statut de super aliment, elle est désormais cultivée un peu partout à travers le monde. Mais derrière ce succès commercial incontestable, est-ce vraiment un complément révolutionnaire ou au contraire un aliment totalement surcoté ? C'est ce qu'on va voir. Si la spiruline a gagné en popularité depuis les années 2010, c'est principalement grâce à sa densité nutritionnelle impressionnante. Elle est souvent vendue comme un cocktail ultra riche en nutriments, particulièrement adapté à nous, les sportifs, ou encore aux personnes qui suivent un régime végétarien. Mais dans les faits, que contient-elle réellement et est-elle aussi efficace qu'on le dit ? Si on regarde les chiffres, la spiruline coche pas mal de cases. Elle contient environ 60% de protéines, une belle variété de minéraux et des antioxydants. Mais il y a un détail à ne pas oublier. Ces chiffres, souvent mis en avant par les fabricants, sont valables pour 100 grammes de spiruline, alors qu'en réalité, la consommation recommandée tourne autour de 2 à 5 grammes par jour. Prenons un exemple. On dit souvent que la spiruline est une excellente source de protéines. Et sur le papier, c'est vrai, elle en contient plus de 60%, on l'a vu. Mais en pratique, à raison de 5 grammes par jour, cela représente 3 grammes de protéines, soit l'équivalent d'un demi-œuf. Même chose pour le fer, on vante souvent sa richesse en fer. Mais en portion classique, on obtient 4 mg, ce qui est intéressant, mais loin d'être révolutionnaire. Tout ça pour dire que oui, la spiruline est très concentrée en nutriments, mais aux doses consommées, elle reste un complément alimentaire et non une source principale d'apport. L'un des autres arguments en faveur de la spiruline, c'est son apport en fer et en zinc, deux éléments essentiels pour la récupération et même la performance. Le fer est particulièrement important pour les coureurs et encore plus pour les femmes et les végétariens, qui peuvent parfois avoir des apports insuffisants.
Mais attention, le fer de la spiruline est un fer non héminique, c'est-à-dire un fer d'origine végétale. Et donc, son absorption peut être plus variable que celle du fer héminique, présent dans la viande rouge en fonction des profils individuels et des associations alimentaires. Pour optimiser son assimilation, il est recommandé de la consommer avec une source de vitamine C. La spiruline apporte aussi du zinc, qui joue un rôle clé dans la récupération et le système immunitaire. Sur ce point, son apport est plus qu'intéressant. Mais encore une fois, tout dépend de la quantité réellement consommée. La spiruline est aussi souvent présentée comme un antioxydant puissant, notamment grâce à la phycocyanine, un pigment bleu qui lui donne sa couleur si particulière. Et d'un point de vue scientifique, elle a effectivement des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes qui peuvent aider à réduire le stress oxydatif chez les sportifs. Elle pourrait aussi jouer un rôle sur le système immunitaire grâce à sa richesse en micronutriments. Mais là encore, il faut rester mesuré. Autre vertu particulièrement intéressante, on entend que la spiruline aurait un effet rajeunissant sur la peau, une sorte de fontaine de jouvence. En réalité, aucune étude sérieuse ne prouve qu'elle a un impact direct sur l'apparence de la peau. Certes, il y a des indices intéressants à creuser, mais rien de vraiment miraculeux. En clair, oui, la spiruline a des propriétés antioxydantes et nutritionnelles intéressantes, mais elles sont souvent exagérées dans le discours marketing des fabricants. Intéressons-nous maintenant à un sujet qui va forcément nous parler en tant que sportif. La spiruline peut-elle améliorer la performance? Et pourquoi pas nous aider à battre nos records sur marathon ou 10 km? La spiruline est de plus en plus mise en avant pour ses vertus, notamment en course à pied. On a déjà parlé de sa teneur en fer, particulièrement intéressante pour les coureurs qui peuvent être plus exposés que les autres à l'anémie. Mais le principal intérêt que présente la spiruline, c'est sa concentration en phycocyanine. Vous savez, c'est le fameux pigment bleu dont on a parlé tout à l'heure, celui qui lui donne sa couleur si particulière. Eh bien, les phycobiliprotéines ont été beaucoup étudiées, notamment en raison de ses propriétés antioxydantes et son impact potentiel sur l'endurance. Certains vont même jusqu'à comparer sa structure chimique à celle de l'érythropoïétine, plus connue sous le nom d'EPO. Cette hormone qui stimule la production de globules rouges et améliore le transport de l'oxygène dans le sang. Alors faut-il voir dans la spiruline un produit dopant naturel et légal ? Eh bien, pas si vite. Sur le papier, la phycocyanine pourrait soutenir la récupération musculaire et la performance aérobie. Mais aucune étude sérieuse n'a prouvé son impact significatif sur la VO2 max des athlètes. En revanche, ce qu'on sait, c'est que la spiruline contient des composés capables de moduler la production d'énergie. Notamment, elle pourrait jouer un rôle dans le métabolisme du lactate. Explication. Lors d'un effort intense, les muscles produisent du lactate, un sous-produit de l'activité musculaire qui peut entraîner une sensation de brûlure et limiter la performance. Une enzyme, la lactate déshydrogénase, permet de recycler ce lactate en ATP, la principale source d'énergie cellulaire. La phycocyanine, contenue dans la spiruline, stimulerait la production de cette enzyme, aidant ainsi les muscles à mieux utiliser le lactate et à retarder la fatigue musculaire. En théorie, cela pourrait favoriser une meilleure récupération et permettre aux coureurs de s'entraîner plus régulièrement sans accumuler trop de fatigue. Mais là encore, les études sur l'humain restent limitées. Si on prend en compte ses effets antioxydants et anti-inflammatoires, la spiruline peut être un complément intéressant pour réduire le stress oxydatif trop important lié à l'entraînement et favoriser une récupération plus rapide. Mais parler d'un véritable booster d'endurance, c'est encore très prématuré. En résumé, oui, la spiruline contient des composés qui pourraient aider à mieux recycler le lactate et à améliorer la récupération. Oui, son effet antioxydant peut avoir un intérêt pour limiter le stress oxydatif excessif de l'effort. Mais non, il n'existe aucune preuve claire que la spiruline améliore directement la VO2 max ou la performance aérobie. La spiruline n'est donc pas un produit dopant légal ni un raccourci vers la performance, mais elle peut être un tout petit peu plus utile pour soutenir la récupération des coureurs qui s'entraînent régulièrement. Du coup, maintenant qu'on s'est dit tout ça, il faut trancher. La spiruline, un super aliment ou un coup marketing? Eh bien, comme souvent avec les aliments à la mode, le succès de la spiruline a attiré les convoitises. En quelques années, elle est passée de complément alimentaire de niche à un super aliment incontournable avec un marketing parfois très créatif.
Dès qu'un aliment commence à faire parler de lui, il n'en faut pas plus pour que l'industrie agroalimentaire s'en empare. Avec sa couleur verte si particulière et son image de nutriments ultra puissants, la spiruline est devenue un argument de vente à elle seule. On la retrouve dans les pâtes, dans des biscuits, des jus et même des cosmétiques anti-âge. Problème, dans la plupart de ces produits, la quantité de spiruline est infiniment ridicule. Juste assez pour colorer l'emballage et faire joli sur l'étiquette, mais pas pour avoir un effet réel sur l'organisme. Et puis, il y a encore pire, les cures minceurs à base de spiruline. Alors là, c'est le pompon. Certains industriels en font un brûle-graisse miracle sous forme de gélules ou de poudre censée accélérer la perte de poids, une promesse complètement infondée. Si la spiruline reste un complément intéressant, il faut savoir ce qu'on peut en attendre et ce qu'elle ne pourra jamais remplacer. Première erreur, penser qu'elle peut couvrir tous les besoins en fer ou en protéines. On l'a dit, la spiruline contient des protéines, c'est vrai, mais aux doses consommées, ça reste un apport minime. Deuxième point, la quantité que l'organisme peut absorber. On voit parfois des recommandations floues sur la consommation de spiruline. Mais attention, en trop grande quantité, elle peut provoquer des troubles intestinaux. Enfin, comme tout complément, elle ne doit jamais se substituer à une alimentation équilibrée et variée. La spiruline a donc des atouts et peut être un complément utile, notamment pour les sportifs, c'est vrai, et les végétariens. Mais les promesses marketing vont souvent bien plus loin que la réalité scientifique. Ce n'est pas un aliment magique, ce n'est pas un substitut aux protéines animales ou végétales, et ce n'est sûrement pas un brûle-graisse révolutionnaire. Alors si toutefois tu as envie d'intégrer de la spiruline à tes aliments, histoire de leur donner un petit goût d'algue, eh bien je vais te donner quelques conseils pour bien la choisir. Car évidemment, son succès a entraîné une explosion du marché avec des produits de qualité très variable, voire même douteuse. Il faut savoir que la spiruline a une capacité naturelle à fixer les métaux lourds présents dans son environnement. Si elle est cultivée dans une eau polluée ou mal contrôlée, elle peut donc très vite devenir plus nocive que bénéfique. Et pour éviter ça, voici quelques petits conseils pour bien la choisir. Déjà, regarde son origine. Privilégie toujours une spiruline produite en France ou en Europe où les contrôles sont plus stricts. Certaines spirulines importées d'Asie peuvent être moins bien tracées et contenir des contaminants. Vérifiez aussi les méthodes de production. Une bonne spiruline est cultivée sans additifs chimiques et séchée à basse température pour préserver ses nutriments. Méfie-toi du label bio. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais contrairement à d'autres aliments, la spiruline bio n'a pas de reconnaissance officielle au niveau européen pour les cultures en eau douce. Certains producteurs affichent donc ce label alors qu'il ne garantit pas une meilleure qualité. Observe aussi l'aspect et l'odeur. Une spiruline de qualité a une couleur verte intense et une odeur fraîche d'algues. Si elle sent trop fort ou elle a une teinte douteuse, passe ton chemin. Quoi qu'il arrive, l'essentiel, c'est de la consommer en toute connaissance de cause, sans attendre de résultats miracles ou spectaculaires. Une approche raisonnée et un produit de qualité, c'est la clé pour profiter réellement de ce complément. À bientôt! Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes.